TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Au sommaire, la protection sociale au Togo, les parlementaires revisitent leurs copies pour mieux défendre les textes de loi censés permettre aux Togolais de faire face à un besoin social. On en saura un peu plus sur cette formation en début de ce journal. L'actualité du jour est aussi marquée par le sommet Afrique-France dans un format spécial où la parole est donnée directement à la jeunesse africaine qui exprime sa vision de partenariat et de développement en lien avec la France. Enfin, une note spéciale au discours et création littéraire et artistique. Nous allons aussi et ici mieux comprendre le lien qui existe entre ces œuvres, ces connaissances, ces activités qui se rapportent. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Débat parlementaire autour de deux textes de loi. Le premier relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et des comptes régionales et le second porte sur le statut des magistrats togolais. Et ces nouvelles lois étendent les attributions de la Cour et fixent à 65 ans l'âge de limite de carrière des magistrats. Le résumé de la séance plénière présidée par Yawa Djigbori et Tchegan avec Marie-Ange Bida. La Cour des comptes se donne un coup de neuf. Deux projets de loi organiques adoptés en plénière par l'Assemblée parlementaire réaménagent la structure et le statut de son personnel. Le premier porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Il fait obligation à la Cour de communiquer sur ses méthodes de travail et ses activités. La seconde loi est axée sur le statut des magistrats et rend la fonction évolutive. Les magistrats pourront se professionnaliser à travers une évaluation annuelle. L'Assemblée nationale apporte une importante contribution à la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Ezozmna Gnassingbé, en ce qui concerne la bonne gouvernance économique et financière de notre pays. Cette refonte des deux lois est rendue nécessaire pour l'intégration des innovations importantes que vous avez adoptées par la révision constitutionnelle du 15 mai 2019, l'internalisation des directives du cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA, ainsi que la prise en compte des normes exigées pour toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques au plan régional et mondial. La relecture de la loi portant organisation est due aux innovations introduites dans le titre 7 de la Constitution de 1992 par la loi du 15 mai 2019. La loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales remplace la loi organique du 15 avril 2009. La tâche qui nous a rassemblés aujourd'hui est ambitieuse. Consolider le socle du système de gouvernance de notre pays en un tout cohérent. De même, elle répond à la nouvelle architecture institutionnelle introduite par la révision constitutionnelle de 2019 en ses articles 107 et 111 alinéa 2. Pour cette raison, je voudrais saluer la démarche novatrice du gouvernement d'adapter notre législation de comptabilité publique aux exigences d'un Togo intégralement décentralisé. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du président de la République, son Excellence M. Faure Ezozmna Gnassingbé, de s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État. De nos travaux doit se lire notre conviction de renforcer la confiance que nous portons envers ceux qui sont chargés de la gestion des deniers publics
et la responsabilité qui est la nôtre de les encourager à accomplir leur mission avec probité et loyauté. Avec ces deux nouvelles lois, le Togo est en phase avec les enjeux de la décentralisation, un processus entamé depuis quelque temps. Nous restons toujours dans les locaux de l'Assemblée nationale togolaise où ce matin une session s'est ouverte au profit de la représentation nationale sur des concepts clés de la protection sociale. La formation est censée permettre aux députés de formuler un budget sensible à la cause sociale. Plus de précisions dans ce reportage de Thalis Nambaga. Formation à guichet fermé. Coronavirus oblige. Les députés à l'Assemblée nationale, ceux de la Commission des finances et du développement économique, se familiarisent ici avec les concepts clés de la protection sociale. L'initiative vient de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de l'UNICEF. Objectif: amener les parlementaires à la formulation budgétaire sensible au genre et à la protection sociale. Le présent atelier est organisé afin de permettre une meilleure appropriation et une compréhension commune des concepts relatifs à la protection sociale. Il vise à appeler l'attention sur l'importance de la protection sociale pour la lutte contre la pauvreté et pour le développement inclusif et durable du pays. Avec la budgétisation sensible au genre et à la protection sociale, le Togo est en passe d'accomplir une seconde réforme majeure après le basculement réussi au budget programme. L'Union européenne réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement dans cette démarche courageuse. La budgétisation sensible au genre contribue à la mise en œuvre des valeurs que le Togo et l'Union européenne ont en commun. Grâce à cette formation, vous, les représentants élus du peuple, vous pourrez veiller à la façon dont le budget répond aux priorités des femmes afin de contribuer à réduire de manière structurelle les inégalités de genre sur l'ensemble du territoire national. Cette session de formation intervient au lendemain du débat d'orientation budgétaire suivant le budget programme du gouvernement qui érige la protection sociale et l'égalité genre au rang des axes prioritaires du développement durable au Togo, a souligné le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'il me soit permis de rendre un ardent hommage au président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Nyazingbe, pour son engagement personnel dans la généralisation de tous les mécanismes de protection sociale dans notre pays, au-delà de l'amélioration sans cesse continue du cadre juridique de la protection sociale marquée cette semaine par l'étude en commission du projet de loi instituant l'assurance maladie universelle, l'institution parlementaire doit donc œuvrer afin que le budget réponde aux priorités de réduction, de manière structurelle, des inégalités de genre dans toutes les sphères de la vie sociale. Je suis donc persuadé que cette rencontre est une opportunité aux élus du peuple que nous sommes de mieux cerner le concept, le profil, les principes du genre et les outils d'analyse de la protection sociale afin de contribuer efficacement à leur intégration dans les études des projets de loi en général et du projet de loi de finances en particulier. Il a également salué la qualité des relations entre le Togo et la Banque mondiale, l'Union européenne et l'UNICEF. Cette formation de 2 jours va se poursuivre la semaine prochaine. Et nous poursuivons cette édition avec cette série de communiqués. Depuis le 10 septembre 2021, de nouvelles mesures ont été mises en application face à l'inquiétante flambée de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays. Tenant compte de l'évolution des contaminations dans notre pays et après les échanges avec les acteurs, les lieux de culte sont autorisés à ouvrir. Ceci en tenant compte de la liste des lieux de culte dont l'ouverture était autorisée avant la mesure de fermeture. Cette réouverture se fera dans le strict respect des mesures barrières. Limitation du nombre de personnes, port systématique de masques, lavage et désinfection systématique des mains, distanciation physique. Par ailleurs, des dispositifs mobiles de vaccination seront déployés à proximité des lieux de culte. Ceci
en entière collaboration avec les responsables religieux et selon un maillage à définir conjointement. Le ministre invite les responsables religieux à une sensibilisation accrue des populations quant à l'adhésion à la vaccination contre la COVID-19. Les mesures seront ajustées au fur et à mesure de l'observation de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Les mesures restrictives prises et communiquées le 10 septembre 2021 seront automatiquement remises en application en cas d'augmentation forte des cas de contamination. Le ministre d'État remercie les acteurs pour l'esprit de dialogue et de responsabilité dont ils ont fait preuve lors des échanges qui se sont tenus. Communiqué signé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoua Boupessi. Et nous poursuivons avec cet autre communiqué. Depuis le 10 septembre 2021, de nouvelles mesures ont été mises en place face à l'inquiétante flambée de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays, tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays. Le ministre de la fonction publique informe la population, notamment les usagers des services publics, que l'accès aux bâtiments administratifs reste soumis à la présentation d'une preuve de vaccination. Par ailleurs, les restrictions concernant la tenue des ateliers et des réunions physiques sont reconduites. Le cas échéant, les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles et à assujettir l'accès aux réunions à la présentation d'une preuve de vaccination. Le ministre félicite l'ensemble des acteurs, en particulier les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, les fonctionnaires et les agents publics, les travailleurs du secteur privé, ainsi que les comités de veille pour le respect de cette mesure, et les invite à rester toujours mobilisés pour la lutte contre la propagation de la pandémie en milieu professionnel et sur les lieux de travail. Communiqué est signé par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Enfin, ce communiqué, depuis le 10 septembre 2021, de nouvelles mesures ont été mises en application face à l'inquiétante flambée de la pandémie à la COVID-19 dans notre pays, tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays et des échanges avec les acteurs des secteurs concernés. Les mesures sont ajustées comme suit. L'ouverture des grands bars est autorisée avec une campagne de sensibilisation menée par les premiers responsables afin d'inviter les clients à se faire vacciner. Des dispositifs de vaccination seront mis en place à proximité des grands bars. Cette réouverture se fera dans le strict respect des mesures barrières. Les autres mesures restent en vigueur et notamment celles concernant la fermeture des discothèques et boîtes de nuit. Le ministre remercie les acteurs pour leur disponibilité et les propositions qu'ils ont pu faire lors des consultations qui se sont tenues. Il les encourage à rester mobilisés pour jouer pleinement leur partition à la limitation de la propagation de la pandémie, condition de la reprise des activités. Les mesures seront ajustées au fur et à mesure de l'observation de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Les mesures restrictives prises et communiquées le 10 septembre 2021 seront automatiquement remises en application en cas d'augmentation forte des cas de contamination. Le ministre félicite la population pour le respect de cette mesure et réitère sa disponibilité à poursuivre les échanges avec les acteurs. Communiqués signés par le ministre de la Culture et du Tourisme, Pierre Lamadoko.
Venons-en maintenant à la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Togo. La mobilisation à Tchévié dans le Zio a connu une baisse considérable et pour cause l'incident du 23 septembre dernier. Sur place, une stratégie est mise en place pour amener la population à prendre conscience et à se faire vacciner. Constat avec Eliak Banyandao. Tchévié, à une trentaine de kilomètres de Lomé. Il y a encore quelques semaines, l'engouement pour la vaccination était réel. Mais aujourd'hui, la fréquentation des centres est en baisse de régime. Le cas ici à la mairie de la ville ou encore à la polyclinique de Tchévié. Nous pouvons dire que l'incident de la dernière fois a agi un peu sur la vaccination. Parce qu'au début, on vaccinait au moins 600 personnes par jour. Mais avec l'incident, ça a diminué au niveau de 180. Donc il y a une baisse. Au CHR de Tchévié, c'est calme. Pas de candidats à la vaccination. Les agents sont là, désœuvrés. Avec l'événement de la dernière fois, le monde a déserté. Même l'hôpital est complètement déserte. La semaine dernière, c'était plus grave, vous ne verrez personne. C'était une personne qui vient par ici, deux par là. Donc cette semaine, les services sont encore un peu fréquentés et nous avons entre 6 et 10 par jour. La seule chose qui pourrait nous sauver encore aujourd'hui, c'est la vaccination. En effet, il y a 2 semaines, une vidéo sous la toile a jeté la confusion dans les esprits des populations locales. La campagne de vaccination en a pris un coup. Il nous reste aujourd'hui à œuvrer afin que la confiance renaisse dans la population. La confiance par rapport surtout à se faire vacciner. Nous avons démarré à mener un certain nombre d'actions au niveau de notre comité et qui, heureusement, a été renforcé par les termes ou le contenu du communiqué du gouvernement de continuer à renforcer la sensibilisation au niveau de la population, aussi bien au niveau communal, au niveau des cantons et au niveau des villages. Nous pensons également revoir un certain nombre d'activités vis-à-vis des établissements scolaires qui ont réouvert les portes et continuer toujours par prôner la nécessité à ce que tout le monde se fasse vacciner. Mercredi dernier, la coordination anti-Covid a encore fait le point sur la situation de la pandémie au Togo. Selon les chiffres avancés, les taux de contamination n'ont pas drastiquement baissé à l'intérieur du pays, y compris Zio. Signe que la vaccination reste nécessaire, c'est une question de santé publique et un retour à la vie sans cache-nez en dépend. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 8 octobre 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 731, 26 nouveaux cas. Depuis hier, le nombre de personnes guéries est de 24 186, 122 nouveaux guéris. Depuis hier, le nombre de cas actifs est de 1310 et le nombre de décès de 235. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Un tour maintenant au poste de contrôle, juste à poser de Nouapé. Après l'inauguration de la plateforme en octobre 2018, les acteurs clés venus du Ghana et ceux du Togo se sont retrouvés pour définir ensemble les modalités de l'opérationnalisation de la plateforme. Compte rendu, Clarisse Aticlé. Le Togo et le Ghana ensemble pour rendre pleinement opérationnels les postes de contrôle juxtaposés de Nouapé à Kano. Les infrastructures sont installées depuis 2018, mais des difficultés d'ordre technique et opérationnel entravent le démarrage des activités sur le site. La présente réunion planche sur ces défis. Au nombre de ces défis, il y a l'alimentation en électricité, l'approvisionnement en eau, il faut le scanner qui n'est pas fonctionnel, il faut également un groupe électrogène. Donc ce sont ces défis qu'il faut relever. Et donc l'ensemble des deux parties se sont engagés aujourd'hui à mettre en place un comité de gestion provisoire qui va se charger de relever tous ces défis en un temps record pour que ce poste soit opérationnel
avant fin décembre 2021. Tous les véhicules poids lourds vont transiter par les PCJ de Mouepé à Kano dès leur opérationnalisation, ce qui va énormément désengorger les frontières de Kodouya-Kopé et d'Aflao. Aussi, faciliteront-ils davantage la libre circulation des personnes, des biens et des services, une raison d'être de la CEDEAO. Les protocoles juste posés permettront un contrôle beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr du mouvement des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Nous croyons que d'ici peu de temps, donc tous ces problèmes-là que nous avons identifiés et les solutions que nous avions proposées, tous ces problèmes-là seront résolus. L'opérationnalisation des PCJ devra être effective d'ici la fin de l'année 2021, selon le communiqué final de cette rencontre. L'actualité hors du Togo est marquée par le face-à-face entre le président français Emmanuel Macron et la jeunesse africaine à la faveur du 28e sommet Afrique-France. Les sujets abordés étaient variés et portent sur la démocratie dans les pays africains, mais surtout sur les relations entre les pays africains et la France. Nous vous proposons ici un extrait des échanges. Un pays comme la France, qui a cette histoire si particulière, a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir. C'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine, et c'est d'avoir des projets qui correspondent à ces aspirations et à ce qu'elle nous demande de faire. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sauvons l'Afrique. Aidons à développer l'Afrique. Il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. C'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Et malgré tout, l'Afrique bouge et le continent est fier de ses acquis. En témoigne ici la culture et l'exportation des huiles essentielles. Je vous amène maintenant sur des collines au Rwanda où le patchouli est cultivé pour en faire des huiles essentielles. Les détails dans ce sujet. Sur les collines de l'est du Rwanda, on cultive du café, de la canne à sucre et ici des bananes. Mais depuis quelques années, de nouvelles plantes ont fait leur apparition. Voilà du patchouli. C'est Isaac, ingénieur agronome, qui est en charge de cette plantation. Bonjour, ça va? Comment se passe la récolte? Le patchouli a été importé d'Indonésie car il contient des arômes puissants, parfait pour fabriquer une excellente huile essentielle. Ce qui est très important ici, c'est le feuille. Dans le feuille, il y a de l'huile. C'est l'huile qui est dans le feuille que nous préférons. Résultat, dans cette vallée très pauvre, 210 personnes travaillent désormais à cultiver ces plantes nouvelles, ici du géranium, importé d'Afrique du Sud. Ces habitants ont reçu une formation spécifique et ils ont donc été embauchés. Ils gagnent désormais 30 € par mois. Une somme inespérée ici, un petit miracle. À travers tout le pays, le marché des huiles essentielles s'est développé de manière exponentielle. Ici, ce sont des feuilles d'eucalyptus que ces femmes portent sur leur tête.
Ces feuilles seront transformées en huile. Elles viennent les revendre au kilo. Ça pèse 29 kilos. Et la qualité est bonne? Ah oui, la qualité c'est très bien. Les villageois sont payés à la fin de la journée en liquide. 90% d'entre eux n'avaient jamais perçu un salaire. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 7 € par jour. C'est beaucoup d'argent ici, vous savez. Les feuilles récoltées sont ensuite versées dans d'immenses alambics, chauffés au feu de bois. Il faut plusieurs centaines de kilos de végétaux pour obtenir un seul litre d'huile essentielle. Après plusieurs heures, voici le précieux liquide. Ici, de l'huile d'eucalyptus. Nicolas Itimana est le pionnier des huiles essentielles au Rwanda. Fier et heureux d'avoir pu développer cette filière. Tout le temps, quand je vois des huiles essentielles, que ce soit de la tagette, que ce soit de l'eucalyptus, du géranium, du patchouli, je me dis que ce sont des richesses que nous avons dans notre pays, qu'il y a encore à exploiter. Et ça me donne toujours de l'encouragement. Et voilà le résultat. Une demi-douzaine d'huiles essentielles différentes qui vont partir aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, entre autres. En Occident, la demande explose pour ces produits bien-être utilisés dans l'alimentation, les cosmétiques. L'année dernière, le chiffre d'affaires des huiles essentielles au Rwanda a dépassé le $1 million. Il a doublé en 4 ans. C'est l'Afrique qui gagne et qui exporte ses produits dans le monde entier. Retour en page nationale avec les images de l'équipe de recherche en littérature de l'Afrique noire de la diaspora réunie pour redéfinir les approches qui entrent en jeu dans la démarche littéraire et artistique. Le point avec Sandra Boucher et Antoinette Omaovovo. De l'idée à la création littéraire ou artistique, toute une démarche pour aboutir à une œuvre littéraire ou œuvre d'art. C'est toute une école du discours et de création littéraire et artistique. L'expérience et la pratique font bon ménage à cette table ronde. De la vie d'un écrivain à celui de l'artiste plasticien, on comprend mieux. Il y a ce processus qui permet de recevoir l'idée et une fois qu'on a l'idée en soi, on va la maturer, la retourner, la recréer, l'interpréter pour la proposer justement aux siens. Les arts sont une partie des outils dont l'humanité dispose. Et en ce sens, les créateurs qui utilisent beaucoup les dons de l'imagination, les dons cultivent leur sensibilité, sont des êtres qui apportent un plus à l'humanité et qui ont des regards un peu plus nuancés sur la réalité dans laquelle nous vivons. Tandis que l'un utilise le discours et sa plume, l'autre des objets et matériaux pour avoir le même résultat, tous deux dans un élan d'imagination. L'équipe de recherche en littérature de l'Afrique noire et de la diaspora Irlande veut donner la chance aux jeunes étudiants à s'introduire dans l'univers de ces créateurs. Nous avons combiné afin d'avoir une idée très précise, claire, de la création littéraire. Des écrivains et artistes, à l'instar de Félix Couchereau, Yves-Emmanuel Dobé, Gad Ami, Steve Bojona, Paul Ayi, nous emportent dans l'espace et dans le temps à travers leurs œuvres. Et pendant qu'on y est, allons découvrir le lauréat du prix Nobel 2021 de littérature. L'auteur tanzanien Abdul Razak Gurnah a été primé. Ses 10 romans, dont Près de la mer, paru en 2006, auraient milité en sa faveur. Reportage. C'était une blague. Quelqu'un vous dit « Vous avez remporté le prix Nobel ». Et vous dites « Oui, oui ». La première réaction chez lui à Canterbury en Angleterre du lauréat 2021 du prix Nobel de littérature, le romancier Abdul Razak Gurnah, 73 ans, quelques heures après l'annonce. Abdul Razak Gurnah a fui son pays Zanzibar, l'archipel tanzanien, dans les années 60, quelques années après l'indépendance, un moment où la communauté arabe était persécutée, et s'est installé au Royaume-Uni. C'est là qu'il a commencé à écrire. Inspiré par ses souvenirs, en 10 romans et plusieurs recueils de nouvelles, il a décrit sans relâche son expérience d'immigré et la façon dont cela façonne l'identité.
Il se distingue par son approche empathique et sans compromis des effets du colonialisme, mais aussi du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Abdul Razak Gurnah a écrit en anglais, bien que sa langue d'origine soit le swahili. On lui doit notamment Pilgrim's Way, Afterlives, Paradise, Desertion. Près de la mer, roman de 2001 traduit en français aux éditions Galade, vaudra à Abdul Razak Gurnah le prix RFI Témoin du Monde 2007. Le romancier a enseigné la littérature à l'université du Kent jusqu'à sa très récente retraite. Une retraite désormais bouleversée par cette prestigieuse récompense. Lors de sa première interview à la Fondation Nobel, Abdul Razak Gurnah a appelé l'Europe à changer de point de vue sur les réfugiés d'Afrique, indiquant qu'ils avaient quelque chose eux aussi à donner. De la littérature, passons à la paix, où le prix Nobel de cette édition est attribué à 2 journalistes pour leur écrit et engagement en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie. Il s'agit de Maria Ressa et Dimitri Muratov. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Abilina Singbe vous retrouve à 22h30 pour l'édition de nuit. On se dit alors à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.